Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à toutes et à tous donc à ce nouvel épisode de En Bref. Vous en avez maintenant l'habitude de nous retrouver sur le blog de Lando et Associés pour décrypter en quelque sorte l'actualité, et les avocats de ce cabinet viennent souvent vers vous pour justement commenter cette actualité. Et là, le point que nous allons aborder, c'est la gestion de la fin d'une délégation de service public, du point de vue opérationnel sur la fin d'un contrat de DSP et la question du sort des biens, bien entendu, que tout le monde se pose. Nous allons explorer en quelques minutes, c'est le principe, cette double question avec Evangelia Karamitrou, avocate associée que je salue. Bonjour Bonjour Evangelia. Stéphane. Bonjour Stéphane, ravi de vous retrouver. Moi aussi, c'est toujours un plaisir. Et Marie Bruandé, consultante en finance, spécialisée sur les contrats publics et présidente de FIPRO Consulting. Bonjour Mme Bruandé. Bonjour, ravie de me joindre à vous. Donc, Okay. je vais présenter rapidement FIPRO, qui est donc une société qui a été créée en 2018 et qui est spécialisée dans tout ce qui est accompagnement sur les projets dans le secteur public sur le plan financier. Donc, aussi bien les contrats que les créations de sociétés. Très bien, effectivement. Donc, le cabinet travaille régulièrement, effectivement, avec des tas de partenaires dont FIPRO Consulting fait partie. La délégation de service public est un contrat par lequel une personne publique confie la gestion d'un service public. Ainsi, le délégataire se voit confier à minima la gestion des biens nécessaires à ce service public, mais il peut également se voir confier leur entretien, leur réalisation ou encore leur renouvellement. C'est bon de repréciser un peu ces éléments de définition. Les biens constituent donc un sujet primordial de l'exécution d'un contrat de délégation de service public. Chère Evangelia Karamitrou, première question, que conseillez-vous à une collectivité dont la DSP arrive à son terme, et quelles sont les étapes à respecter et les informations à obtenir pour être dans les clous de la loi, en quelque sorte? Oui, très bonne question Stéphane. Alors, c'est pourquoi on est en train de parler aujourd'hui. Donc, vous l'avez très bien rappelé, les DSP, donc c'est un contrat souvent de longue durée. Et par ce contrat-là, on confie à notre délégataire le soin de constituer un patrimoine s'il n'existait pas, de construire les installations. Quelquefois, on lui confie nos installations qui existent déjà. Et donc, ce délégataire doit en prendre bien soin. Et puis, à la fin du contrat, il doit nous rendre certains biens. On va voir aujourd'hui dans quelles conditions. Il est donc très important, comme c'est un contrat qui dure très longtemps, quelquefois les collectivités n'ont pas les moyens de contrôler tout au long du contrat ce que le délégataire fait. C'est essentiel de le faire quand même, mais en tout état de cause, quand on arrive à une échéance proche de la fin du contrat, il faut qu'on regarde un petit peu ce qui se passe et il faut qu'on se prépare pour la suite. Que la suite, d'ailleurs, soit une autre DSP, une régie ou n'importe quel autre mode de gestion, il faut se prendre suffisamment à l'avance pour préparer bien la fin du contrat, puisqu'il y a des choses très importantes auxquelles on doit absolument réfléchir. Donc, il faut définir les différentes échéances pour que la fin du contrat, mais également la mise en œuvre du futur mode de gestion, puisse bien se passer. Nous conseillons donc de préparer la fin du contrat de DSP au moins 1 an avant son échéance. Et je pense que Marie dirait voire 2 ans. Pourquoi, Marie? Explique-nous un petit peu. On a un point essentiel sur ces biens, c'est la valeur à laquelle on va devoir les reprendre. Alors, certains biens, ce sera gratuit, d'autres pas. Donc, je dirais plutôt 2 ans, parce qu'il y a un point que les collectivités oublient toujours, c'est d'aller vérifier dans quel état les biens sont. Et le cas échéant, de demander une remise en état aux frais du délégataire, puisque juridiquement, je laisserai Evangelia préciser, les biens doivent être mis en bon état de fonctionnement. Donc, cet audit technique peut parfois être très long, et puis il faut laisser un temps pour le délégataire de faire éventuellement les travaux nécessaires. Exactement. 2 ans qu'1 an. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. J'avais traditionnellement l'habitude de dire 1 an, mais c'est vrai que le temps passe très vite parce que qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà, du point de vue juridique, identifier la documentation qui doit être remise par les délégataires. Il faut un inventaire des biens mis à jour et qui comporte toutes les informations nécessaires, les notices, les manuels, les DOE, enfin,
tout ce que vous pouvez imaginer qui concerne votre patrimoine. Et il faut, comme disait Marie très justement, auditer les installations. C'est très important parce que récupérer votre patrimoine, c'est une chose. Le récupérer en bon état d'entretien, comme ferait un bon père de famille, c'est encore très essentiel. Ça nous est arrivé, je parle d'expérience, des expériences de nos clients qui ont reçu leur patrimoine dans un très mauvais état, qui ont dû débourser beaucoup d'argent pour le remettre en état. Et c'est vrai que c'est difficile après en contentieux de récupérer effectivement ces sommes-là. C'est beaucoup plus fastidieux, alors que si vous avez les preuves auparavant avec l'audit, que vous le mettez en demeure, que vous faites éventuellement un référé constat pour, voyez, pour constater l'état des biens, alors on va se constituer comme ça des preuves qui peuvent nous être essentielles après pour récupérer notre argent. Et après, du point de vue comptable, Marie, il y a aussi des choses à faire. Donc, il y a un document essentiel, c'est l'inventaire comptable, où il y aura donc 3 points de contrôle à réaliser. Le premier qu'on oublie souvent, c'est de vérifier que les investissements prévus ont bien été réalisés. Le deuxième, c'est la classification des biens. Donc, on le verra un peu plus loin, puisqu'on a 3 types de biens qui ne s'indemnisent pas au même montant. Et puis, bien sûr, les durées d'amortissement pratiquées, de vérifier que le délégataire a respecté ses engagements. Le deuxième document important qu'on oublie toujours, c'est le suivi des provisions pour gros entretien et renouvellement. Parce que le délégataire passe des provisions qui, si elles n'ont pas été utilisées, doivent revenir à la collectivité. Bien, sur ce point, c'est OK. On a répondu déjà à la première question de façon chorale, en quelque sorte, avec une petite chorale à 2 voix. Est-ce que, Marie Blandé, puisque vous avez la parole, je vous la gardez en quelque sorte, est-ce que vous pouvez nous présenter les différentes catégories des biens pouvant faire partie justement d'une DSP? Alors, il y a 3 types de biens. Là, il y a les biens de retour, donc qui sont les… Alors, je laisserai Evangelia donner la définition exacte juridiquement, qui, eux, doivent en théorie revenir soit à titre gratuit, soit à la VNC. Alors, je vais en profiter pour définir VNC, c'est la valeur nette comptable, c'est-à-dire la valeur résiduelle, la partie du bien qui n'a pas été amortie. Les biens de reprise, qui très souvent reviennent à la valeur vénale, c'est-à-dire la valeur marchande, mais on peut prévoir dans son contrat que ce soit la VNC, et il faut prévoir dans son contrat que ce soit la VNC. Ça permet d'éviter bien des problèmes ensuite au niveau juridique. Et puis enfin, il y a les biens propres, qui, eux, appartiennent directement aux délégataires et ne reviennent pas à la collectivité. Alors, pour aller un peu plus dans les détails juridiques cette fois-ci, en fait, Stéphane, effectivement, Marie a très bien défini tout ça. Pour donner un peu les textes des références aussi, donc c'est l'article L3132-4 du Code de la commande publique qui a synthétisé une jurisprudence qui existait avant l'existence du Code de la commande publique. Donc, c'est le Conseil d'État du 21 décembre 2012, commune de Douai, une jurisprudence très importante à connaître par tout le monde, qui définit les biens de retour, qui définissait auparavant. Et là, la définition est reprise en fait par le Code de la commande publique. Donc, c'est quoi les biens de retour? C'est les biens meubles ou immeubles qui résultent d'investissements du concessionnaire et qui sont nécessaires, c'est ces mots-là qu'on doit tenir en tête, garder bien en tête, c'est nécessaire au fonctionnement du service public. Ça, ce sont des biens de retour. Dans les silences du contrat, ils sont et demeurent la propriété de la personne publique dès la réalisation de ces biens ou dès l'acquisition de ces biens. Donc, quand bien même sont gérés par les délégataires, j'ai envie de vous dire, sont quand même, dès leur réalisation, ça ne pose pas de souci, pas de doute, sont la propriété de la personne publique. Alors, on peut avoir plusieurs cas de figure. On a des biens qui sont détenus par les délégataires antérieurement à la passation du contrat, à la conclusion de la convention. Qu'est-ce qui se passe pour ces biens-là? Eh bien, le régime des biens de retour s'applique même lorsque le concontractant était propriétaire des biens antérieurement à la passation de la DSP. Il suffit bien sûr que ces biens soient devenus nécessaires à l'exploitation du service. Et ça, c'est le Conseil d'État du 29 juin 2018 qui nous le dit. Et qu'est-ce qui se passe des biens qui ont été à un moment donné nécessaires, mais qui ne le sont plus, en fait? Eh bien, nous dit le Conseil d'État, constituent de biens de retour les biens qui ont été nécessaires au fonctionnement, mais qui ne le sont plus au terme du contrat. Donc, ça continue, en fait, à faire partie de cette délégation de service public et normalement, s'il existe encore, doivent être rendus à la collectivité. Par contre, Stéphane, quand on a des biens qui sont nécessaires au service public et qui appartiennent à un tiers, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ces biens-là ne constituent pas des biens de retour.
hein, s'il les a simplement loués, même s'ils sont nécessaires au service public. Là, nous n'avons pas de jurisprudence du Conseil d'État, mais nous avons deux cours administratives d'appel qui l'ont affirmé, de Marseille et Bordeaux. Voilà. Ok, merci Evangelia pour cette réponse. L'autre question qui se pose, c'est de savoir quel sort de ces biens de retour en quelque sorte, en fin de DSP. Là aussi, que dit la jurisprudence? Evangelia ou Marie Alors, Brulandais? oui, je laisserai Marie apporter les détails du point de vue de son métier après. Donner juste d'abord la définition juridique, hein. En fait, effectivement, on a défini quels sont les biens de retour. On a dit que ce sont les biens qui sont nécessaires, en fait, effectivement, à l'exécution du service public. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On a dit dès le départ que ces biens-là reviennent à la collectivité. Comme ces biens-là sont effectivement, dès leur construction ou dès leur acquisition, la propriété de la personne publique, on s'imagine bien que ces biens doivent être rendus à la collectivité. En effet, et en fait, on ira encore plus loin, puisque le principe qui a été posé par la jurisprudence au départ, mais qui a été maintenant intégré dans l'article L 3132-5 du Code de la commande publique, c'est effectivement qu'il y a un principe de retour gratuit de ces biens au patrimoine de l'autorité délégante à la fin du contrat. Donc, ce sont des biens qui doivent être rendus gratuitement, sauf effectivement s'ils ne sont pas amortis. Hein? Donc, les délégataires, s'ils ne sont pas amortis, ont le droit, mais Marie va nous préciser tout ça, à une indemnité qui est égale à la VNC, elle nous a déjà expliqué ce que c'est que cette VNC, inscrite au bilan lorsque l'amortissement a été calculé sur la base d'une durée d'utilisation inférieure à la durée du contrat. Mais là, le délégataire n'a pas non plus toute latitude pour faire tout et n'importe quoi. Et à la VNC qui résulterait de l'amortissement de ces biens sur la durée du contrat dans les cas où la durée d'utilisation est supérieure à la durée du contrat. Une clause qui serait susceptible de conduire à la fixation d'une indemnité supérieure à la VNC de retour est illégale. Et cela résulte de l'interdiction faite aux personnes publiques, évidemment, d'accorder des libéralités. C'est-à-dire, on ne peut pas payer plus que ce qui est réellement dû. Mais Marie, je te laisse peut-être apporter tes détails très importants sur ce principe. Tout à fait. Donc, c'est là, en fait, que les ennuis commencent généralement. C'est-à-dire que souvent, les délégataires amortissent simplement sur la durée normale d'utilisation des biens. Sauf que, à moins que le contrat ait prévu expressément que la durée d'amortissement pouvait être supérieure à la durée du contrat, puisqu'il peut y avoir des biens qu'on utilise sur une durée plus longue que le contrat, il doit avoir amorti sur la durée du contrat, en passant notamment ce qu'on appelle des amortissements de caducité. On ne peut pas non plus demander sur des contrats courts aux délégataires de tout amortir. Donc, généralement, on prévoit une clause qui l'autorise à amortir les derniers investissements sur une durée supérieure à la durée du contrat. Et donc, c'est là qu'il y a un enjeu aussi de classification des biens, où il faudra être très vigilant lors de la récupération de l'inventaire comptable. Parce qu'on a remarqué quand même une petite tendance des délégataires à plutôt passer en biens de reprise le plus de biens possible, puisque là, ce sera la valeur vénale qui est parfois plus intéressante pour eux. Et je voudrais en profiter pour revenir sur la question du crédit bail, c'est-à-dire de ces biens qui n'auraient pas été objet d'investissement, mais de location. Parce que là, la collectivité va se retrouver avec une valeur égale à ne pas pouvoir récupérer le bien ou à devoir le louer à nouveau. Ce qui représente une perte, puisque en fait, elle aura payé ce bien sous forme de location et ne récupérera pas le bien. Donc, il faut être aussi vigilant dans les contrats sur ce point. Oui, et nous avons, je me permets de dire, Marie, que nous avons aujourd'hui, nous, au cabinet, des gros contentieux sur ce problème-là, des crédits baux, avec des biens. En fait, effectivement, on a des collectivités qui arrivent à la fin du contrat. Par exemple, je veux parler par exemple du domaine skiable. Il y a des dameuses. J'ai un contrat où la totalité des dameuses ont été achetées en crédit bail et puis après que la collectivité arrive maintenant à reprendre en régie sans avoir une seule dameuse pour faire le service, donc qui doit investir dès le départ. Après, il peut y avoir des clauses de substitution, etc. On peut prévoir des choses. Mais effectivement, justement, il faut le prévoir, il faut bien les rédiger dans le contrat de manière à protéger les intérêts de la collectivité. Donc, faites bien attention à la rédaction de vos contrats et faites bien attention à contrôler votre délégataire tout au long de votre contrat. Merci, mesdames. On passe à une autre question. Qu'en est-il des sommes que le délégataire provisionne tout au long de la vie du contrat? Qui répond en premier?
Je te laisse répondre, Marie. Vas-y, je te laisse. C'est le grand oublié des contrats publics. C'est-à-dire que les collectivités n'ont pas l'habitude d'aller réclamer ces sommes. Et pourtant, très souvent, les contrats prévoient des provisions pour grands entretiens et renouvellements. Et parfois, ces travaux ne sont pas réalisés parce que l'état des biens ne l'a pas nécessité, ce qui est parfaitement sain financièrement et juridiquement. En revanche, très souvent, les collectivités oublient complètement de suivre ce compte de provision. Et quand on arrive en fin de contrat et qu'on demande aux délégataires de nous fournir le solde du compte, très souvent, c'est extrêmement compliqué et on se voit confronté à des refus. Alors qu'il peut y avoir quand même des grosses sommes sur ces comptes et que très souvent, notamment dans l'eau et l'assainissement, les clauses types prévoient le retour à la collectivité des sommes provisionnées. On a également le cas sur des domaines skiables avec les problématiques de grandes visites, qui sont des contrôles très coûteux que généralement les entreprises provisionnent. Donc il est important aussi de ne pas oublier de creuser ce point et de vérifier s'il y a des provisions qui ont été mises de côté et pas utilisées par l'exploitant. Et de toute façon, les personnes publiques, vous êtes forts en fait de réclamer toutes ces sommes-là. Vous devez le faire d'ailleurs, hein, parce que si vous ne le faites pas, c'est comme si vous accordiez une libéralité aux personnes privées ou à vos délégataires. Et il y a une jurisprudence du Conseil d'État qu'il faut absolument qu'on cite sur ce point. Le Conseil d'État a jugé donc que même dans les silences du contrat, même lorsque le contrat ne dit rien là-dessus, toutes les sommes provisionnées par les délégataires en vue du renouvellement de biens nécessaires au fonctionnement du service public, donc de biens de retour normalement, doivent revenir à l'autorité délégante en fin de contrat. C'est le Conseil d'État du 18 octobre 2018, Société électricité de Tahiti contre Polynésie française, qui nous l'a dit. Retenez bien cette jurisprudence et n'hésitez pas surtout à le faire, à le mettre en œuvre, à réclamer les provisions en fin de contrat. Quelquefois, on parle des sommes très importantes de plusieurs millions d'euros. Plusieurs millions d'euros. Bien sûr. Ultime question, elle est capitale. Vous avez évoqué deux autres catégories des biens, les biens de reprise et les biens propres. Qu'est-ce qu'ils deviennent eux aussi donc en fin de délégation? Marie l'a évoqué au départ, on a bien de retour, bien de reprise, bien propre. On vous a dit ce que c'est les biens de retour. Le bien de reprise maintenant, c'est l'article L 3132-4 du Code de la commande publique qui dit que les biens de retour, biens de reprise, ce sont les biens qui appartiennent aux délégataires mais qui ne sont pas strictement nécessaires à l'exécution du service public. Et qu'est-ce qui se passe alors avec ces biens? C'est l'article L 3132-6 du Code de la commande publique qui nous dit que c'est le délégataire, si le délégant souhaite récupérer ses biens en fin de contrat, certains biens de reprise, il doit verser une indemnité au délégataire. Mais encore, Marie, comment on fait pour fixer cette indemnisation? La tradition, la plupart du temps, dans les contrats, il est prévu que les biens de reprise soient repris à la valeur vénale. D'où tout un tas de conflits et de problématiques qui surgissent avec les délégataires, parce que qu'est-ce que c'est la valeur vénale? C'est la valeur du prix de marché, et il est extrêmement difficile de savoir quel est le prix réel sur le marché des différents biens. Donc, on peut conseiller, alors, si ça n'a pas été fait, en tout cas au moins dans le contrat suivant, étant donné que juridiquement c'est possible de prévoir la reprise des biens de reprise, excusez-moi, je me répète, à la VNC, ce qui évite d'avoir à fixer tous ces prix. Mais en théorie, effectivement, c'est soit la collectivité et l'exploitant se mettent d'accord sur un prix. Alors, on peut utiliser, par exemple, des coefficients de vétusté, c'est-à-dire qu'on prend la valeur initiale et puis on estime, en fait, on fait une sorte d'amortissement, qui n'est pas forcément l'amortissement qui a été fait au niveau comptable, voilà, mais qui reflète en tout cas le niveau d'usure des biens. Soit à défaut, on se retrouve avec des experts à payer. Généralement, on fait une expertise contradictoire. Donc, on a deux experts qui, bien évidemment, ne proposent pas le même prix. Et on coupe la poire en deux en se mettant entre les deux estimations. Voilà. Mais tout ça engendre de la perte de temps, des frais supplémentaires, etc. Mais malheureusement, on n'a pas d'autre solution pour les biens de reprise. On va finir, Stéphane, avec les biens propres, dernière catégorie. Les biens propres qui sont pareil définis, il y a une définition dans le Code de la commande publique, c'est l'article L 3132-4 et c'est défini un peu par, en fait, le Code nous dit que ce ne sont ni les biens de retour ni les biens de reprise. Donc, ce qui reste, ce sont les biens propres, en fait, c'est une catégorie résiduelle qui regroupe les biens les plus ordinaires du délégataire. Ils appartiennent au délégataire et ils lui reviennent en fin de contrat. Voilà, donc du coup, il répare avec.
Donc, cette catégorie, elle pose en général pas beaucoup de difficultés, mais on doit être vigilant parce que, comme Marie le disait, hein, pareil avec les biens de retour et les biens de reprise, quelquefois, en fait, les délégataires, soit il le fait exprès, soit peut-être pas aussi, hein, voilà, soit il a une autre interprétation de texte et puis de la réalité, parce qu'il n'y a pas que les textes qui parlent. Enfin, vous voyez, qu'est-ce que c'est qui est un bien nécessaire à la délégation de service public? On peut se poser des questions. Je sais par exemple qu'il y a quelques divergences d'avis. On va revenir sur le domaine SCAB, mais il n'y a pas que ça, hein, sur les dameuses. Il peut y avoir des divergences de point de vue sur d'autres catégories des biens, dans l'eau et l'assainissement. Donc, du coup, il faudra qu'on soit vigilant pour que chaque catégorie des biens soit bien définie et qu'elle soit bien crédible, en fait, hein. Il ne faut pas qu'on considère à tort, par exemple, des biens propres alors qu'ils sont en vrai des biens de retour. Donc là-dessus, il faut qu'on soit particulièrement vigilant. Oui, parce que derrière ça, il y a aussi, on a oublié de le préciser, c'est qu'un bien de reprise, si la collectivité souhaite le reprendre, le délégataire est obligé de lui céder, ce qui n'est pas le cas des biens propres. Exactement. D'où la difficulté, voilà. Précision importante, en effet. Mesdames, on n'a pas fait le tour de la question, bien entendu, je suppose. Non, mais on a ça essayé de vous donner quelques pistes de réflexion. Ce sont des sujets éminemment compliqués. Comme je dirais, le code définit des choses, mais la vraie vie nous dépasse toujours, et c'est tant mieux parce que c'est là où, effectivement, on peut avoir des réflexions très importantes et puis c'est intéressant. C'est un sujet très intéressant. Bien sûr, vous en avez effectivement parlé avec beaucoup de passion. Et Evangélia, vous avez raison, dans la vie, l'anticipation, bah, elle peut être fixée à 2 ans, comme ça. On anticipe en permanence. Et 2 ans, c'est donc la bonne jauge pour préparer tout ça. Et visiblement, certaines collectivités ne sont pas au courant de tout ça. Et c'est tout l'intérêt de ces petits en bref qui vous éclairent, des petits points de vigilance comme ça de temps en temps, des petits klaxons dans le cerveau pour vous dire attention, hop, DSP dans 2 ans, il faut commencer à y réfléchir. Merci Marie Bruandé, merci Evangélia Karamatron, et puis on se retrouve à une prochaine en bref avec un autre sujet, et peut-être avec vous-même, mesdames, à un moment ou à un autre. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci Stéphane, merci Marie. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.